Bonjour, voilà, dans la vidéo précédente, nous avons constaté que la séparation et la balance entre les différents pouvoirs au sein de l'Union européenne étaient plus une fable qu'une réalité. Bon, alors, il semble que la deuxième vidéo était trop longue, trop dense, et c'est sûrement vrai. Mais je peux quand même pas traiter de ce sujet comme si c'était une plaisanterie. Alors, je vais tâcher, c'est dur, hein, mais je vais tâcher d'être complet sans être trop... Allez. La démocratie, donc, ce n'est pas, dans les faits, une priorité de l'Union européenne. Bon, mais alors, il suffirait que l'on modifie les règles de fonctionnement de l'Union. Après tout, on peut transformer l'Union en quelque chose de plus démocratique. On l'a fait dans l'histoire. Sinon, on en serait toujours au temps de l'esclavage légal et des femmes au foyer. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est un autre débat. Soit. Alors, changer les traités. C'est vrai qu'on en parle souvent. Ce serait bien si cela était possible. D'ailleurs, c'est le projet de pas mal de gens. En tout cas, ça a été leur projet. Mais l'article 48 du traité sur l'Union européenne est clair. Tous les États doivent se mettre d'accord pour changer une virgule dans les traités. Je ne vais pas vous proposer de nous taper ici tout l'article 48, qui est assez long, et comme je l'ai déjà fait avec l'article 7 du TUE, mais il vaut la peine d'être décortiqué. Cela dit, en bref, voici les 3 étapes importantes. Un gouvernement suffit à proposer une révision. Mais ensuite, il faut qu'une majorité des gouvernements nationaux, soit d'accord pour examiner la proposition. Enfin, après une étape plus technique, tous les gouvernements doivent adopter les modifications proposées et tous les États doivent ratifier les modifications, c'est-à-dire les mettre dans leurs droits. Il existe une procédure simplifiée, mais elle est très limitée et réclame de toute façon l'unanimité. Vous voyez à quel point obtenir une modification des traités est compliqué. Ceci nous invite à réfléchir très sérieusement sur la crédibilité des partisans d'une négociation qui entraînerait la modification des traités. Voyons maintenant quelques articles qui bloquent complètement la possibilité de changer de politique et mettent les pays qui chercheraient à les ignorer en danger d'être renvoyés devant la Cour de justice de l'Union européenne. Quelques articles qu'il faudra absolument changer si on voulait bien prétendre que l'Union européenne est une démocratie où il serait possible de changer de politique, comme ce doit être possible dans une démocratie, quoi. Il y a 358 articles dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, et 55 dans le TUE, le traité sur l'Union européenne. On ne va pas pouvoir les faire tous en 10 minutes, et puis ça ferait comme la vidéo précédente. Donc on va se concentrer sur une toute petite partie. On aura l'occasion de se pencher sur d'autres sujets dans d'autres vidéos. Les traités de l'Union européenne empêchent toute possibilité de faire autre chose qu'une économie de marché la plus libérale possible. Et l'objectif, c'est la mise en concurrence des services publics. Il y a eu l'électricité, les communications, le gaz, les banques. L'eau, c'est en voie dans beaucoup d'endroits. Les transports, ça se généralise. La poste. Ne vous laissez plus dire que le projet de l'Union européenne est un projet de type soviétique ou que c'est une technocratie. Le chapitre 3 du titre 4 de la troisième partie est clair. Il s'agit de mettre les services en concurrence, de se dépêcher de libérer les services. Et libérer les services, c'est les mettre en concurrence. C'est un projet libéral. Pas de possibilité de penser autrement dans les traités. Si un écolo ou une socialiste vous dit que non, il n'y a pas de politique de développement social possible dans les traités. Et ce n'est qu'un exemple que je vous donne ici. Voici 2 extraits des articles 59 et 60. Par voie de directive, il faut libérer les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises. Quels services ne sont pas concernés par ce paragraphe 2 ? Les États membres, article 60, s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 59. Bref, qui sera le meilleur élève ? L'un des leviers majeurs de cette politique, c'est la politique monétaire. Le titre 8 de la troisième partie du TFUE organise la politique monétaire de la zone euro, de telle sorte qu'il n'y a pour ainsi dire pas moyen d'en appliquer d'autres, comme si la politique économique n'était qu'une question technique. D'où peut-être cette légende tenace selon laquelle l'Union européenne serait une technocratie. Mais voilà, avec les articles 123 et 127 notamment, les banques centrales, c'est-à-dire la Banque centrale européenne et les banques nationales, reçoivent des missions bien précises, des missions qui cadrent exactement avec une maîtrise de type libéral de l'économie. Au sein de la zone euro, la Banque centrale européenne a pour mission de maintenir la stabilité des prix, une inflation basse et un marché ouvert basé sur une concurrence libre. Rien, absolument rien sur la priorité à la vie, la santé ou le bien-être en général. L'économie libérale passe avant tout. Quant à l'article 125, il interdit aux institutions de l'Union européenne de garantir les dettes des États ou de leur faire crédit. Bon, cette règle n'est pas respectée tout le temps.
mais elle a été érigée en barrage sacré quand on a réclamé de sa part un peu d'assouplissement, notamment dans le cadre de la crise de 2007 et de la quasi-faillite des États périphériques, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou l'Irlande. Seules les banques ont été choyées. Les États ont été sommés de réduire leurs dépenses et d'endosser les pertes. Ainsi, nous savons par le menu comment la crise grecque de 2015 a été menée dans les faits pour éviter avant tout aux banques allemandes et françaises de voir leurs créances réduites à rien. Les garanties sorties de nulle part de la Troïka que le gouvernement grec a été sommé d'accepter n'ont jamais servi à soutenir la population grecque, mais à s'assurer que la Deutsche Bank, la BNP et plein d'autres banques néerlandaises, belges, britanniques, italiennes ne perdraient pas d'allumettes au passage. Non seulement, comme des enquêtes sérieuses menées par le CADTM et Éric Toussaint l'ont montré, la Deutsche Bank, la BNP, parmi d'autres, sont à l'origine de la crise grecque, mais en plus, elles n'y ont perdu que leur réputation pendant que les Grecs y perdaient la santé, l'emploi et des années d'espérance de vie. Aujourd'hui, la crise du coronavirus ne semble pas déroger à la règle. Selon Coralie Delhomme, c'est toujours sous condition que la tranche de 540 milliards de crédits a été allongée au mois d'avril 2020. Ces conditions sont tellement drastiques que le M5S, l'un des deux partis au pouvoir en Italie, ne veut pas de l'aide de l'Union. L'article 125 veille bien, parmi d'autres articles, à ce que nul ne puisse sortir des clous libéraux. Le pouvoir exécutif de la BCE y veillera. Et puis, bien sûr, il y a l'article 126, celui qui interdit de dépasser un certain stade d'endettement public et qui empêche toute possibilité de dépasser un certain niveau de budget annuel. Celui qu'on invoque quand on parle de règle d'or, des 3% du PIB, ou de 0,5%, ou de 60%, histoire de bien tout compliquer. Mais je compte en parler plus à fond dans une vidéo prochaine de celui-là, alors je me permets de vous renvoyer à plus tard. Je ne vous évoque ici que ces 4 articles, mais il y en a bien d'autres dans le TFUE qui empêchent clairement de changer de politique économique. Impossible d'être de gauche dans un tel contexte. Impossible. Et ça, si on est démocrate, ce n'est pas rien. Mais donc, c'est promis, on en parlera dans au moins une autre vidéo, et sans doute dans plusieurs. Parmi bien d'autres choses, voici quelques sujets dont il faudra encore parler sur le caractère non démocrate de l'Union européenne. Les valeurs défendues par les articles 2 et 3. On les a déjà cités plus haut, et bon, il faut admettre qu'il est difficile en surface d'y trouver à redire, à moins d'être franchement favorable à un retour aux heures les plus sombres de notre histoire. L'essentiel de l'article 2 dit ceci. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Qui irait contre toutes ces valeurs ? Ouvertement, je veux dire. Mais comment comprendre des valeurs évoquées de manière aussi abstraite ? Prenez l'égalité. Une égalité qui doit se plier au principe de l'article 3, et notamment la défense du marché intérieur et du commerce libre et équitable. Le commerce libre et équitable. On pourrait sans doute en parler longtemps. Toujours est-il qu'on ne peut pas discuter de ce principe. Allons bon. L'article 3 garantit une économie sociale de marché hautement compétitive. Elle prétend tendre au plein emploi. Dans quelles conditions ce plein emploi ? Concrètement, on le sent arriver, le plein emploi, ou plutôt le plein emploi précaire, le travail aux pièces, le contrat à l'heure, le salaire très très minimum. Qui ne voit pas cela arriver autour de lui, si ce n'est pour soi-même, pour ses enfants ou ses amis ? Alors même si elle aspire à, je cite, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, même si elle, je recite, contribue à l'élimination de la pauvreté, nous savons qu'en réalité elle va devoir constamment opposer ses principes à l'établissement de l'ensemble des règles qui défendent le marché, la concurrence, la compétitivité et la croissance de l'activité économique. En réalité, dans l'ensemble des traités, l'égalité sera surtout évoquée soit pour défendre l'égalité des hommes et des femmes, soit dans son sens d'égalité des chances. L'égalité des chances, en réalité, c'est une idée très libérale. L'égalité des chances, c'est pour résumer très très vite, un peu comme si vous preniez une photo de deux bébés en bonne santé quand même, et que vous disiez « Voilà, ils sont partis avec exactement les mêmes chances dans la vie, parce que nous les libéraux, nous nous sommes arrangés pour qu'ils naissent dans un hôpital et dans les meilleures conditions possibles. » Après, qu'ils se débrouillent et vaille victis. Je vous aurais bien mis deux bébés en photo ici, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, passons tout de même sur le fait que ces bébés ont intérêt d'être tous les deux blancs et tous les deux des garçons, pour qu'ils soient plus égaux, entre guillemets. Mais il y a plus. On ne dit rien au départ sur les conditions des parents, sur leur environnement social et culturel, rien. Et puis on ne sait pas comment ils vont grandir, quels accidents ils vont affronter, quelle sexualité ils vont développer, quelles qualités innées ils vont avoir, quel goût, quelles envies, dans quelle école ils vont aller, quel dieu ils vont adorer, ou pas, quelles rencontres ils vont faire, quelles maladies ils vont attraper. L'égalité des chances est un mythe libéral qui ne peut convaincre que les naïfs et ne convenir qu'aux hypocrites. Ces deux articles, les articles 2 et 3 du TUE, sont une des raisons principales pour lesquelles une vidéo sur les valeurs est une bonne idée, pour lesquelles les traités de l'Union européenne doivent être dénoncés pour ce qu'ils sont, des pactes d'économie libérale obligatoires.
Voilà, je m'arrête ici pour éviter de faire une vidéo trop longue. Je publierai à la suite de celle-ci une autre d'environ 10 minutes sur l'article 50 qui mérite encore qu'on s'y arrête, notamment dans son application toute récente. En attendant, n'oubliez pas de partager.